Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Alors, mais que veut Donald Trump concernant l'Iran? Quels sont ses plans? Et quel est l'état de destruction de l'Iran? Et puis, tant qu'à faire, quel est l'état de destruction réel d'Israël? Grande question. Évidemment, ici, on va répondre à toutes ces questions. Et aussi, petite question subsidiaire, mais quelle est la puissance réelle de l'Iran? Tout du moins concernant les drones et les missiles. Pour le reste, on le sait, la puissance de l'Iran est très faible concernant particulièrement l'aérien et la marine. Donc là, c'est pas un secret. Donc ce qui est plutôt intéressant de savoir, c'est quelle est la vraie puissance de l'Iran concernant les drones et les missiles. Nous répondrons à toutes ces questions dans cette vidéo. Mais tout d'abord, que sait-on des réactions de Donald Trump sur l'Iran? Alors on a un petit peu de tout, c'est du Donald Trump, hein, bien évidemment. Tout d'abord, on a Donald Trump qui dit que les frappes, bien évidemment, de B2 ont totalement oblitéré les sites nucléaires d'enrichissement d'Iran, donc Ispahan, Natanz et Fordo, bien évidemment. Et là, des interrogations déjà dans la salle de conférence de Maison-Blanche, des journalistes ont, on va dire, inquisitionné Donald Trump, mais aussi Pete Hegseth, donc le chef du Pentagone, et ils ont dû répondre, et on voyait bien qu'ils étaient très très embarrassés. Tout d'abord, n'oublions pas, premier embarrassement, le fait que Donald Trump, avant les frappes, avait rejeté ce que disait Tulsi Gabbard, donc le chef suprême des renseignements américains, qui disait catégoriquement, sans l'ombre d'un doute, que certes, l'Iran enrichissait son uranium, mais qu'aucun plan n'était prévu pour fabriquer une arme nucléaire. Donald Trump avait dit non, non, c'est pas vrai, moi je sais, grâce à mes sources, que l'Iran fabrique une arme nucléaire. Non, non, faut pas écouter ce qu'elle dit, moi je le sais, j'en suis sûr. Donc faut pas écouter les propres services de renseignement américains, CIA, NSA, etc., etc. Non, non, faut écouter ce que dit Trump, mais pas ses propres services de renseignement. Donc déjà, il était bien dans l'embarras. Ensuite, Donald Trump, je le répète, il a dit que la frappe faite par les États-Unis a été absolument magnifique. Tout a été détruit. Je vous confirme que tout a été détruit. Et les journalistes lui disent, bah oui, mais on n'a aucune confirmation. Personne n'est sur place. L'AIEA dit que elle n'est pas sûre non plus. Peut-être que les centrifugeuses qui tournaient grâce aux vibrations, aux secousses faites par les GBU 57 auraient pu détruire les 18 000 centrifugeuses, car l'Iran, vous comprenez, les a laissées tourner alors qu'elle avait évacué toute la base, qu'elle avait pris les 400 kg d'uranium enrichi qui étaient peut-être dans ces centrifugeuses, ou alors ça voudrait dire que les Iraniens avaient beaucoup d'uranium enrichi et qu'ils avaient juste à prendre les fûts déjà remplis de 400 kg et qu'il y a en plus l'uranium qui est dans plein de centrifugeuses, peut-être les 18 000, on ne le sait pas, mais en tous les cas, ils auraient été assez stupides pour évacuer entièrement la base tout en laissant tourner comme ça des centrifugeuses. Voilà. Bon, il n'y a qu'un petit problème, c'est comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, eh bien, je vous avais dit que les Iraniens avaient prévu des systèmes anti-vibration pour leurs centrifugeuses. Et d'après les rapports que j'avais lus de l'Iran il y a bien des années de cela, hein, déjà, évidemment que les centrifugeuses déjà ont des systèmes anti-vibration en cas de micro-séisme.
Donc évidemment, ça aurait été ballot qu'un tout petit séisme, hein, qui peut toujours arriver, détruise 18 000 centrifugeuses. Bien entendu qu'il y a des systèmes anti-vibration. Bon, c'est hautement ridicule, et le fait que la IEA balance ça comme excuse, bah oui, ils sont partis, ils ont évacué la base, ils ont tout pris, mais ils ont laissé tourner les centrifugeuses. Voilà, bon, c'est un peu invraisemblable. Et là, évidemment, bah, c'est la grande panique au niveau de la Maison Blanche, parce que la IEA dit qu'elle n'est pas sûre. Raphaël Grossi, le chef de la IEA, donc c'est panique à bord. Et en plus, on a l'Iran qui nous dit qu'il ne veut plus avoir affaire avec la IEA car il n'a plus confiance en cette institution. Et oui, pour deux choses principales. Tout d'abord, l'AIEA accuse Grossi d'avoir été l'initiateur, bah, de tous ces problèmes, parce que c'est lui à la base qui a dit que l'Iran enrichissait dangereusement l'uranium et que, bon, éventuellement, au bout d'un moment, il pourrait faire une arme nucléaire. Alors ça, c'est ce qui a décidé officiellement le bras de Trump, hein, évidemment, qui a pris peur officiellement, tout du moins. Mais pas que. On a aussi l'Iran qui accuse l'AIEA d'avoir utilisé toutes ces informations pour donner les noms des physiciens nucléaires au Mossad, à Israël donc, et ce qui a permis leur assassinat. Donc c'est terrible comme accusation, hein. Ah oui, parce que les Iraniens en sont tombés à cette conclusion. Parce que vous vous doutez bien que leurs physiciens nucléaires, qui sont assassinés depuis des décennies, vous vous doutez bien qu'ils faisaient tout pour les protéger. Et pourtant, les assassins du Mossad arrivaient toujours à les tuer. Et donc, au final, les Iraniens en sont arrivés à cette conclusion, ce qui est en fait que c'est l'AIEA qui les côtoie régulièrement, et bien que c'est l'AIEA qui leur ait donné les noms et éventuellement les adresses. Alors évidemment, là c'est quand même une grosse accusation. Est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas, mais en tous les cas, c'est ce que prétend l'Iran. Donc évidemment, à partir de là, ils ne veulent plus avoir affaire avec l'AIEA, ils ne veulent plus que l'AIEA donc mette des caméras de surveillance, etc., etc. Bon, bref, je pense que c'est terminé pour l'AIEA en Iran. Alors évidemment, c'est très grave au niveau diplomatie internationale, puisqu'il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas que l'Iran ait d'armes nucléaires, bien évidemment, et tout le monde comptait sur l'AIEA pour surveiller tout cela. Sans compter que, bien évidemment aussi, je pense qu'il est évident pour tous que l'Iran va se retirer du traité de non-prolifération nucléaire, comme l'avaient fait les États-Unis sous l'impulsion de Donald Trump d'ailleurs, hein. Donc ce serait de bonne guerre. Donc tout ça est extrêmement grave. Et en plus, l'Iran accuse nommément Raphaël Grossi, le chef de l'AIEA. Et là, on voit qu'il y a toute une propagande, un système de médias qui est en train d'être mis en branle. On reprend des vieilles vidéos de GBU 57 qui sont à l'essai, je dis bien à l'essai, aux États-Unis, en disant mais regardez nos GBU 57, regardez comment elles sont puissantes, et on nous montre donc les bombes perforantes anti-bunker en train de percer un sol, voilà. Et on nous dit, bah regardez, regardez comme on a étudié la chose pendant 15 ans. Pendant 15 ans, on a étudié ce plan de destruction des sites d'enrichissement de Fordo. Pendant 15 ans, on l'a étudié. On voit donc un grand général montrer des images et dire à quel point ils avaient étudié la chose. Donc, bien évidemment, tout ça ne pouvait être qu'une réussite totale. Ensuite, ils interviewent Pete Hegseth, donc le chef du Pentagone, et le chef du Pentagone dit ah bah oui, là on a fait une frappe d'empilement parfaite. Les bombes se sont parfaitement empilées les unes sur les autres. On a utilisé exactement le même trou.
chose qui est fausse. Hein, on l'a vu, il y a eu 6 trous filmés par satellite, 14 bombes. Alors vous me direz, ah bah oui, bah c'est normal. Peut-être que les 14 bombes sont passées par les 6 trous seulement, ce qui expliquerait tout. Bon, bref, c'est absolument ridicule. On a vu très bien que les conférences pour les journalistes ont été faites de manière très embarrassée. Ils ne savaient pas trop quoi répondre. Au début, Pete Hegseth, avant qu'il fasse cette campagne de propagande, avait dit oui, peut-être que nous avons réussi à détruire. Quand les journalistes lui disaient mais comment vous pouvez être aussi catégorique, comment Trump peut être aussi catégorique, et juste après Pete Hegseth, donc le lendemain, avait dit bon peut-être que c'est une réussite, on n'a pas toutes les preuves, on est en train de collecter toutes les informations, et le surlendemain, quasiment le surlendemain, ou 2 jours après, on a une campagne médiatique qui dit c'est sûr, ça a été complètement oblitéré, je confirme les dires de Donald Trump. Bon, bref, on sent que bon, ça a été créé de toutes pièces pour faire plaisir à Donald Trump. Donald Trump ayant été catégorique et en plus ayant répété catégoriquement qu'il assurait que tout était détruit, il l'assurait lui-même. Là, le gouvernement américain était foutu, ils étaient obligés de faire une mascarade pour confirmer les dires de Donald Trump. Et là, honte absolue en utilisant de vieilles images vidéo d'essais de GBU 57 et non pas évidemment des vidéos de frappe sur l'Iran. D'ailleurs, il y a un journaliste qui a été très mesquin. Ça a été relayé nulle part dans les grands médias. Il y a un journaliste qui a même demandé, mais donnez-nous les preuves que des B2 ont bien survolé l'Iran, parce qu'après tout, on n'a eu aucune image. Comment cela se fait-il? On n'a aucune image de B2 qui a survolé l'Iran. C'est étonnant. D'habitude, vous filmez tout pour prouver que vous détruisez tout. Là, on n'a rien eu. Ça, ce genre de choses, c'est vite tombé dans les oubliettes, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on a un Donald Trump qui est complètement embarrassé, son gouvernement complètement embarrassé, mais tout du moins, va-t-on dire, tout s'est apaisé, entre guillemets. Le cessez-le-feu a tenu. D'ailleurs, moi-même, j'ai été surpris. Je ne pensais pas qu'il allait tenir aussi longtemps. Moi, me concernant, ce n'est que mon humble avis. Je pense que le cessez-le-feu ne tiendra pas longtemps, que Israël fera une frappe sur l'Iran en disant bah regardez, l'Iran n'a pas respecté, on a été obligé de riposter. Alors, probabilité que ça arrive, je dirais une chance sur deux. Encore une fois, hein, ce n'est que mon avis de pessimiste. Hein, vous me connaissez. Mais bon, voilà, Israël est très 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 mécontente que ça n'a pas été jusqu'au bout, qu'il n'y ait pas eu une guerre totale États-Unis-Iran, parce que c'était leur grand rêve. Donc Netanyahou, juste après les frappes, avait dit que les États-Unis vraiment ont très très bien joué, c'est un immense pays. Donald Trump est quelqu'un d'absolument génial. Dans les rues de Tel Aviv, on peut voir d'immenses posters avec le portrait de Donald Trump, voilà, pour montrer à quel point Israël est tellement heureuse d'avoir les États-Unis derrière elle, etc. Il y a des posters partout, dans Tel Aviv, dans tout Israël, pour montrer à quel point les États-Unis, c'est un pays génial, etc. Bon, bref, la propagande médiatique bien grasse, bien visqueuse, bien coulante, sans retenue aucune, sans aucune subtilité. Bon, bref, on a l'habitude, c'est comme ça. Alors, bah oui, il faut bien flatter Donald Trump, hein, bien sûr. Cela dit, Donald Trump, bon, il n'a pas été jusqu'au bout.
Donald Trump, dans ses tripes, c'est pas quelqu'un qui veut être un homme de guerre. N'oublions pas que Donald Trump, précédemment, il y a quelques semaines, avait dit, ou quelques mois, je ne sais plus, il avait dit qu'il se verrait bien en pape. Donc n'oublions pas que Donald Trump, il a une chose en tête, c'est presque une de ses priorités philosophiques, j'ai envie de vous dire, c'est qu'il veut le prix Nobel de la paix. Absolument, il veut le prix Nobel de la paix. Il l'a répété à je ne sais combien de reprises. Donc il veut être, voilà, il veut être comme Obama, avoir le prix Nobel de la paix. Il y a très peu de présidents des États-Unis qui ont eu le prix Nobel de la paix, et lui, il veut faire partie de ce club très fermé. Il y tient beaucoup. Alors, sans compter tout ce qu'il a dit en campagne, qu'il voulait être un président de la paix, un président qui arrête les guerres. Alors, ça l'aurait foutu mal malgré la pression israélienne et du Congrès américain, de faire une guerre ouverte avec l'Iran, avec toutes les conséquences inconnues et potentiellement terribles d'une guerre avec l'Iran. Surtout que Donald Trump a dû être influencé par les faits après les frappes iraniennes et après l'état catastrophique d'Israël. On va le voir avec des articles, l'état d'Israël est catastrophique. Là, les 12 jours de guerre qu'il y a eu avec l'Iran ont été absolument catastrophiques. Sachant qu'avant même cet événement-là, l'état économique d'Israël était catastrophique. Avant. Donc, là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les grands médias ont admis que l'Iron Dome, le THAAD, le Arrow, le David Sling, c'est-à-dire les fronts de David, étaient absolument épuisés en missiles. Donc voilà, on a Israël qui dit que les 2 premiers jours lui ont coûté 1,45 milliard de dollars et que les jours qui ont suivi ont coûté 750 millions de dollars par jour. Donc, système antiaérien épuisé, économie complètement à plat, parce que pendant les 12 jours, évidemment, l'économie était complètement paralysée. Voilà. Ah, déjà que l'économie était catastrophique, elle était encore plus catastrophique. Alors, bon, Donald Trump a dû voir tous ces faits-là. Il a bien dû voir que, bon, en réalité, Israël a été très fortement touché. Anadolu Ajansi dit que au moins 50 missiles ont touché Israël. On a Al Jazeera qui montre des preuves satellites par des photos, et pas forcément des photos satellites, des photos aussi sur place, puisque, eh oui, le gouvernement israélien fait un blocage total des journalistes sur place, donc ils ont dû ruser pour avoir des photos, eh oui, imaginez-vous si Israël acceptait des journalistes sur place, ça montrerait un État israélien complètement à la ramasse, absolument à tous les niveaux, économique, commercial, de destruction. Ça, on verrait toutes les destructions terribles d'Israël. Donc Al Jazeera a pu se procurer quand même pas mal de photographies. On va regarder ça en article, bien évidemment. La vérité commence à monter, puisqu'on ne peut pas cacher de telles destructions. C'est pas possible. Hein, il y a quand même des Israéliens qui parlent, dont parmi deux grands journaux, on a Haaretz et Yaronot. Yaronot étant le plus grand journal israélien. Bon, bref, ça commence à parler. On a énormément d'officiers israéliens qui commencent à parler eux aussi. Ils en ont marre, apparemment. Donc il y a beaucoup de gens qui commencent à parler. Et oui, on ne peut pas cacher ce genre de choses éternellement. Bref, situation catastrophique en Israël, plus l'Iron Dome épuisé, entre autres choses, sans compter cerise sur le gâteau. D'après Military Watch Magazine, entre 15% et 20% du système THAAD est épuisé en Israël. Trump a dû voir quand même tout cela et il s'est dit bon, on va arrêter les frais parce que en plus de cela,
si je faisais une vraie guerre avec l'Iran, blocage du détroit d'Ormuz, augmentation du prix du baril du pétrole qui pourrait atteindre les 400 dollars, d'après certains spécialistes, pas possible. Évidemment pas possible. Donc bon, Trump a dû quand même se prendre en pleine face le mur des réalités et a dû se dire, bon, après tout, j'ai quand même promis à mes militants que je serais un homme de paix, que j'arrêterais les guerres. Bon, je reçois d'énormes pressions du Mossad, d'Israël et du Congrès américain, mais bon, je vais quand même résister. Et voilà, je veux quand même être nommé prix Nobel de la paix. Si je faisais une guerre, ça la foutrait mal. Donc finalement, Trump s'est beaucoup apaisé. Alors, après, évidemment, je ne suis pas dans le secret des dieux. Peut-être que tout cela était prévu depuis le début par Donald Trump, qui voulait faire un coup de pression sur l'Iran, ou peut-être qu'il voulait simplement sauver la face des États-Unis par rapport à l'Iran, qui devait faire ça, qu'il y a des pourparlers qui ont été faits bien en amont entre les États-Unis et l'Iran, et ça c'est ma conviction personnelle, et donc tout ça a été scénarisé et que personne ne devait perdre la face, y compris Israël. Y compris Israël. Bien qu'Israël, comme je vous l'ai dit, a beaucoup les boules. Surtout Netanyahou, qui s'attendait malgré tout à une guerre ouverte, quoi. C'était son rêve tout du moins. Donc on a un Trump qui commence à repenser un peu à Gaza, bon vite fait, hein, vite fait, et qui veut la paix avec l'Iran. Là, les derniers messages de Donald Trump, tout d'abord, caméra télévision, il a dit, bon, l'Iran s'est bien battu, voilà, l'Iran s'est bien battu, la guerre est finie, maintenant on va pouvoir reprendre les affaires normalement, et peut-être qu'il y aura des liens commerciaux avec l'Iran. Moi je veux que l'Iran retrouve sa forme d'antan. Bon bref, on a un Donald Trump qui tout d'un coup est tout gentil envers l'Iran. Le problème, c'est que Donald Trump, il change d'avis le lendemain à 180 degrés. On ne sait jamais quoi penser de Donald Trump. Mais quand même, moi, mon avis personnel, c'est que Donald Trump, voyant que l'Iran est trop puissante, et effectivement, quand on voit les missiles qu'a l'Iran, ça fait peur. Surtout que la plupart des spécialistes, maintenant, il y a une sorte de consensus, ben, l'Iran aurait énormément de missiles longue portée, que l'Iran en réalité n'avait utilisé que ses plus mauvais missiles, que ses plus anciens missiles, que ses plus anciens drones. Et là, ça y est, il y a un consensus qui est en train de se faire autour de ce sujet-là. Donc Trump a vu la réalité des choses, le mur des réalités, et s'est dit qu'une guerre avec l'Iran, peut-être qu'on la perdrait. Alors, évidemment, pas que les États-Unis soient à feu et à sang, bien entendu. C'est perdre la guerre exactement comme le Vietnam et l'Afghanistan, bien évidemment. Et qu'en plus, le Moyen-Orient soit à feu et à sang. Voilà, bon, Trump n'allait pas faire cela. Le prix à payer aurait été beaucoup trop grand, parce que je vous rappelle que c'est que pour faire plaisir à Israël, tout cela, hein. Évidemment, c'est pas dans les intérêts directs des États-Unis. Là, on parle toute cette affaire de l'origine, depuis 1948, c'est que pour faire plaisir à Israël. Bien évidemment, là, ça n'a jamais été les intérêts des Américains, des États-Unis. Jamais, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Là, on parle que des intérêts israéliens pour les Israéliens, soi-disant. Alors qu'en fait, les Israéliens, à vouloir la guerre absolument avec la Palestine et l'Iran, évidemment, ils se mettent en réalité une balle dans le pied, depuis toujours, bien évidemment. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc Donald Trump, apparemment, veut que ça se passe bien avec l'Iran aux dernières nouvelles. Voilà. Mais il insiste lourdement. Il a oblitéré le système d'enrichissement
iranien. Ah là, il insiste, ah, là, il lâche pas l'affaire à ce niveau-là. Il a fait un dernier message sur Truth Social, voilà, il a même menacé l'Iran en disant c'est absolument anormal que les Iraniens disent qu'ils ont eu leur victoire, alors qu'en fait j'ai écrasé l'Iran, c'est les États-Unis qui ont vaincu l'Iran. Vraiment, alors on sent que Trump est très très vexé que les Iraniens disent que ce sont eux qui ont eu la victoire. Alors là, par contre, il est très 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 vexé. Ça se voit dans son dernier message sur Truth Social, un gros message d'ailleurs. Je vous montrerai tout ça. Il est très vexé. Bon, est-ce que sa vexation va s'arrêter là et qu'il va confirmer ses dires précédents comme quoi, bon, que c'est fini, que la guerre est finie, qui veut des relations maintenant normales avec l'Iran, qui voudrait que l'Iran retrouve sa forme d'antan, bon, voilà, qui voudrait que ça se passe bien pour l'Iran. Bon, est-ce que, bon, il va pas oublier quand même ce qu'il a dit précédemment? Je pense que non. Je pense que là, réellement, Trump veut mettre tout ça de côté, parce qu'en plus, ça coûte des fortunes colossales aux États-Unis de réarmer Israël. Donc, bon, y a trop de facteurs qui vont contre le fait qu'il fasse faire la guerre à l'Iran. L'Iran, ça vaut vraiment pas le coup. Bon, donc, je pense, et là je finis sur une note optimiste, que les États-Unis veulent vraiment tout arrêter avec l'Iran, veulent que ça se passe bien. Donald Trump a encore prévenu Benjamin Netanyahou qu'il n'avait pas intérêt de violer le cessez-le-feu. Il va de soi que l'Iran ne violera jamais le cessez-le-feu, elle aurait trop à perdre, ce serait complètement ridicule de leur part, alors que là, tout va bien pour l'Iran, entre guillemets. Hein, ça prend un très très bon chemin pour l'Iran, et peut-être que même l'Iran pourrait rêver que Donald Trump lève enfin les sanctions contre l'Iran, sanctions qui est en fait la seule barrière réelle qui empêche l'Iran de décoller économiquement. Peut-être qu'un jour ça arrivera vraiment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation États-Unis, Israël, Iran et les dernières velléités de Donald Trump. Voilà, commençons. On va commencer par un article de i24 News qui nous dit: les États-Unis et l'Iran ont relancé les négociations sur le programme nucléaire de Téhéran, Trump réitérant que l'enrichissement de l'uranium est une ligne rouge. L'enrichissement ne signifie pas la climatisation, ni le fait de surélever sa voiture. Enrichissement est un gros mot, a-t-il déclaré. Je ne laisserai pas cela arriver, a-t-il conclu. Concernant le succès des frappes contre les installations iraniennes, il a souligné que les réserves d'uranium enrichi étaient enfouies sous terre et que les sites nucléaires avaient été détruits. Trump a également fustigé les premiers rapports suggérant que seuls des dommages superficiels avaient été infligés, affirmant que la source ayant divulgué l'évaluation préliminaire devait être poursuivie. Bon, alors les sources sont multiples en réalité, dont la première venait du Pentagone, qui n'avait pas pu avoir plus d'informations que ce que divulguaient les images satellites, c'est-à-dire très peu de dégâts. D'ailleurs, si peu de dégâts que des engins de déblaiement lourd et de terrassement étaient déjà à l'œuvre pour retirer la terre qui avait été mise à l'entrée des tunnels, comme je vous l'avais montré lors de ma première vidéo, afin de protéger justement le site, que les portes n'explosent pas si une bombe tombait dessus ou à proximité. Donc ils sont en train de retirer la terre qu'ils avaient mise, mais aussi de boucher les trous faits par les bombes GBU 57. Donc déjà, ils s'affairent à restaurer le site tel qu'il était. Je vous rappelle que tous les bâtiments extérieurs du site de Fordo, qui était vu comme le site le plus important, eh bien tous les bâtiments extérieurs ont été épargnés.
il n'y a que les bâtiments de Natanz et de Ispahan qui ont pris assez cher, environ 50%, 40% de destruction. C'était quand même à noter. Là maintenant, je vais vous montrer un message de Donald Trump qui vient de Truth Social, un message qu'il a envoyé juste après l'attaque coordonnée entre guillemets de l'Iran sur la base américaine du Qatar. Et là, qu'est-ce qui est intéressant et que j'ai souligné, c'est qu'il dit « Je veux remercier l'Iran de nous avoir avertis avant », donc avant l'attaque sur la base américaine. Donc là, il ajoute que ça a permis d'épargner des vies, personne n'a été blessé. Donc peut-être que maintenant l'Iran peut amener la paix et l'harmonie dans la région. Et il dit qu'il encourage très fortement Israël à faire la même chose. Donc bon, là ça montre quand même, hein, vous voyez, Peace and Harmony, c'est marqué en gros. Donc vous voyez, il est quand même là maintenant, dans le moment, ça y est, c'est fini, la guerre est finie, pour moi c'est terminé, on tourne la page et on va essayer d'être amis avec l'Iran. Bon, peut-être que là je grossis un petit peu le trait, que je suis un peu trop optimiste, mais ça donne cette impression-là, ce qui est très positif d'ailleurs pour la suite des événements. Là, on va voir un extrait d'une interview de Fox News de Donald Trump avec une journaliste qui répond sur la façon dont cela s'est passé diplomatiquement après les frappes américaines de B2. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Je vais vous traduire. Donc là, Trump qui dit que l'Iran m'a averti de l'attaque sur la base américaine. 6 or 7 failed in the air. When was this? This was prior to the attack on a fort that we had where they hit back. Do you remember when they sent 18 missiles or... Donc là, il dit que l'Iran a envoyé 18 missiles ou 16 missiles donc sur la base américaine du Qatar. 16 missiles, 5 failed. They let us know, don't move. Donc 5 n'ont pas pu atteindre la base et là l'Iran disait bon voilà, ne bougez pas, on va devoir vous attaquer en retour suite à votre attaque DB2. We're going to have to hit you back psychologically. We have to do that because we hit them on something. You remember? Donc ils devaient faire ça puisqu'on les avait frappés, donc ils devaient répliquer. They sent 16 or 18 missiles, and we knew they weren't going to hit inside the fort. Et nous savions qu'ils n'allaient pas attaquer la base à proprement parler à l'intérieur. And the media was going, and now I reveal it, the media was going wild because they say it's strange, they're very accurate missiles. How... Alors là, Trump dit, je vais vous donner un scoop. En fait, le fait qu'il n'y ait eu aucun missile qui a frappé finalement la base, c'est que c'était fait exprès par les Iraniens. C'était comme ça que c'était convenu. Et qu'il n'y ait eu personne de tué. How come they all missed? Nobody was killed, if you remember. Yes, with all of those missiles, nobody was killed. Now, they had to do it because they have people and they have to show strength. So they aimed the missiles, but they said, please don't... Donc voilà, les Iraniens devaient faire ça pour leur propre peuple, pour l'honneur, de dire fallait bien qu'on riposte. Et là, Trump, il ajoute, bon c'est du Trump, il ajoute des mots dans la bouche du dirigeant iranien, et le dirigeant iranien aurait dit s'il vous plaît, ne nous attaquez pas après notre attaque sur la base américaine. Don't attack us. We're not going to hit you. That was respect. Donc j'ai trouvé que cet extrait de Donald Trump en disait très long, qu'au final, comme il le dit, il respecte quand même un minimum l'Iran. Donc ça veut dire intrinsèquement qu'il reconnaît la puissance de l'Iran. Parce que vous connaissez Trump, concernant les faibles, il a très peu de respect. Il ne respecte que les puissants. Donc ça veut dire que, intrinsèquement, l'Iran est une puissance à ses yeux. Et donc, pour lui, c'est important qu'il y ait un respect réciproque. Ça en dit long et cela montre
que Trump n'a pas la tripe belliqueuse et qu'il ne veut pas faire la guerre avec l'Iran. C'est pour ça qu'il a averti Israël, que Israël avait intérêt, et ça c'était ses toutes premières paroles suite aux événements des B2, que Israël avait intérêt de respecter le cessez-le-feu. Il savait très bien que l'Iran, de toute manière, n'attaquerait bien sûr pas Israël. Donc c'était dirigé cette remontrance envers Israël uniquement en réalité. Alors maintenant, on va voir un article de Bloomberg et ensuite un article d'Al Jazeera qui va nous donner l'état de l'Iran et d'Israël. Alors évidemment, on va regarder que les côtés vraiment intéressants de ces dégâts-là. Donc là, Bloomberg nous dit l'Iran a causé 3 milliards de dollars de dégâts avec des frappes de missiles sur Israël. Donc là, bon, déjà c'est intéressant de savoir ça. C'est le plus grand défi auquel nous avons été confrontés. Il n'y a jamais eu une telle ampleur de dégâts dans l'histoire d'Israël, a déclaré au journaliste Shai Aharonovitch, directeur général de l'autorité fiscale iranienne. Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a déclaré lors d'une conférence de presse que le coût total de la guerre pourrait atteindre 12 milliards de dollars. C'est énorme. Les services d'urgence israéliens ont déclaré que 28 personnes avaient été tuées dans les attaques de missiles et plus de 1300 blessés, tandis que le gouvernement iranien a fait état de 627 morts. Vous voyez l'asymétrie des morts. Hein. Voilà, donc on ne peut pas dire que ça soit proportionnel. Durant les 12 jours de campagne, l'économie israélienne a été presque entièrement paralysée. Donc imaginez-vous si cette guerre avait duré, imaginez-vous. La deuxième raison est que les missiles iraniens sont bien plus puissants que ceux de ses alliés militants, c'est-à-dire Hezbollah, Houthi, certains transportant au moins 500 kg d'explosifs et de bombes fragmentées, hein, les cluster munitions, qui se dispersent à l'impact. Donc c'est les bombes à fragmentation aussi appelées. Alors je vous ai montré que le plus gros missile iranien avait été utilisé, qui est semi-hypersonique, et lui il avait 1,5 tonne d'explosifs. Hein, dans ma précédente vidéo sur le conflit irano-israélien, je vous avais montré ce missile et les dégâts qu'il avait fait près d'un hôpital. Là, outre des quartiers, l'Institut Weizmann des sciences, l'un des principaux instituts de recherche d'Israël et la plus grande raffinerie de pétrole du pays, Haïfa, ont été gravement endommagés. Un hôpital public du sud d'Israël a été directement touché. Donc il y a eu des quartiers résidentiels qui ont été touchés, bien sûr. Alors là, tout n'est pas dit là-dedans. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été touchées, comme un quartier général israélien à Tel Aviv, des dépôts de munitions, mais effectivement, beaucoup d'impacts ont été faits sur des quartiers résidentiels, effectivement, sur Israël. Donc là, on a Al Jazeera qui nous dit visualisation de 12 jours du conflit israélo-iranien. Donc là, on a tous les impacts sur côté Israël et là, les impacts côté Iran. Vous voyez, chaque petit point, ce sont des impacts. Alors, que peut-on voir d'intéressant? Là, on peut voir tous les impacts qui ont été faits côté iranien par les Israéliens et les Américains. Donc là, on voit des frappes américaines. Donc dans l'article, on nous dit que les frappes américaines pourraient être beaucoup plus nombreuses, mais en tout cas, c'est ce qui a été répertorié par Al Jazeera, qui dit que 146 frappes répertoriées avérées, vérifiées, ont été faites sur l'Iran, 146 frappes, et sur Israël, donc au moins 120 frappes sur Israël. Voilà, en tout et pour tout. Hein. 120 frappes sur Israël. Donc, comme vous pouvez vous en douter, ben, ça a fait quand même très mal sur Israël. 120 frappes sur Israël. Donc, des missiles qui ont tapé le sol 120 fois hein, sur tout Israël. Donc, les dégâts en réalité côté israélien ont été importants. Bon là c'est des images côté Israël.
Et donc là, Al Jazeera nous dit que bon, en réalité, les Israéliens, au niveau des bâtiments, ont été très fortement touchés. Bon, en plus de cela, rappelons-nous quand même ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo, le coût absolument gigantesque que ça coûte à Israël. Parce que non seulement en missiles, en drones, c'est faramineux, mais aussi l'économie du pays est complètement bloquée. Quand il y a une guerre comme ça, tout est verrouillé, les gens sortent pas de chez eux, ou très peu. Donc ça, faut se souvenir de tout cela. Évidemment, c'est l'Iran qui a pris le plus cher hein, avec toutes ces frappes, hein, puisque les frappes ont été plus nombreuses. Hein. Mais l'avantage de l'Iran, c'est que c'est un très très grand pays, infiniment plus grand qu'Israël, de 90 millions d'habitants à peu près. Donc évidemment, ils ont eu un petit peu plus de frappes qu'Israël, mais le pays est tellement plus grand que, en réalité, ce n'est pas si grave pour l'Iran. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant les destructions même dans les deux pays. Là, on a une vidéo un petit peu longue, malheureusement, de Simplicus the Thinker qui nous reprend la télévision israélienne. Et Simplicus nous dit Raviv Drucker de la chaîne israélienne Channel 13 affirme que les autorités israéliennes ont dissimulé de nombreux impacts importants sur des sites stratégiques, dissimulant ainsi à quel point les frappes iraniennes étaient précises. Bah oui, alors comme je vous l'avais déjà dit en introduction, les Israéliens interdisent à tous les journalistes de mesurer l'impact des frappes iraniennes. Bien évidemment, alors tu as Al Jazeera qui a essayé de le faire, de faire des photos pour nous montrer vraiment les impacts, mais c'est quand même dissimulé par les autorités israéliennes. Et pourquoi ils veulent absolument dissimuler cela? C'est pour cacher en réalité que les frappes iraniennes ont été très puissantes et ont ravagé une partie du pays malgré tout. Donc heureusement, ça a fait très peu de morts parce qu'ils ont des bunkers souterrains, les Israéliens, ce qui n'est pas le cas des Iraniens. Mais en tous les cas, Israël cache bien évidemment le taux de destruction réel de son pays. Et c'est normal, ça fait partie de la propagande israélienne. Alors maintenant, on va parler de la puissance réelle de l'Iran. Alors évidemment, ce qui fait la puissance de l'Iran vis-à-vis d'Israël, je dis bien vis-à-vis d'Israël, uniquement sur cet aspect-là, c'est les drones et les missiles, bien évidemment. Là, vous voyez un échantillon, je dis bien, ce n'est qu'un échantillon des missiles de croisière et balistiques de l'Iran. Ils ne sont pas tous là, hein, même si la plupart y sont, c'est vrai. Mais en tous les cas, là, ça vous donne un ordre d'idée. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Là, vous avez la taille du missile, le nom et la distance à laquelle il peut frapper. Donc, c'est des distances assez importantes. Vous voyez que malgré tout, aucun missile ne dépasse 2000 km. Bref, donc on va parler maintenant de la puissance de l'Iran. C'est très intéressant et on va commencer par un petit extrait vidéo de WION, un des plus grands médias indiens. Alors c'est en anglais mais c'est sous-titré en français qui vous donne une présentation très bien faite sur la puissance de l'Iran, ce qu'elle est capable de faire. Voyons ça. Israeli intelligence claims that Iran is embarking on a rapid program to expand its missile arsenal. The Israel Defense Forces estimated Iran's missile arsenal would swell to 8,800 by 2027, potentially exceeding 10,000 by 2028. While Israeli operations aim to degrade this capability, the sheer scale of Iran's production and hidden reserves means the threat is far from over. Experts suggest it will take years for Tehran to fully replenish its missile supplies, but its ability to launch waves of projectiles, some with devastating cluster warheads, remains intact.
The IDF is scrambling to replenish its defenses, accelerating production of new interceptors and pressing Washington for shipments. Plans are underway to mass-produce Arrow 4, the next-generation shield designed to counter Iran's evolving arsenal. But it's not just about numbers. The war exposed gaps in Israel's shelter system, the vulnerability of its cities to saturation attacks, and the need for rapid innovation. For Iran, it's the lack of missile defense systems which hurt it badly. Both sides are studying the lessons, adapting their tactics, and preparing for a future where the missile war will be even more intense. Ici, on a Military Watch Magazine qui nous dit que les États-Unis ont utilisé 15-20% de leur arsenal mondial de missiles antimissiles THAAD en seulement 11 jours de combat d'intensité moyenne. Un coût de plus de 800 millions de dollars, et ça concerne que le système THAAD, hein, c'est-à-dire le meilleur système antiaérien que possèdent les États-Unis. Donc évidemment, les coûts sont absolument affolants pour les États-Unis. Alors là maintenant, on va voir les missiles qui ont été utilisés par l'Iran contre Israël. Là, on a le Gadr, donc qui a une portée maximale de 1950 km, une charge explosive de 650 kg, et il a été mis en action en 2003. Ensuite, on a le Emad, d'une portée de 1700 km avec une charge explosive de 750 kg, et il a été mis en activité en 2015. Ils ont aussi utilisé le Segil 2, c'est un énorme missile balistique dont la portée est de 2000 km et avec une charge explosive de 700 kg. Ils ont aussi utilisé le Fatah 1, le fameux missile hypersonique iranien d'une portée de 1400 km et d'une charge de 450 kg, ainsi que le Kebar Shekan qui a une charge explosive de 600 kg, une portée de 1450 km. Ça, ces missiles-là font très très mal. Et enfin, on va parler des deux nouveaux venus qui ont été utilisés lors de l'opération Vraie Promesse 3. Donc on va parler du Kebar Shekan, mais aussi du Segil, le fameux Segil dont je vous ai déjà parlé, mais très très brièvement. Là, un petit peu plus précisément grâce à Presse TV qui nous dit que le Kebar Shekan est un missile balistique à propergol solide, a retenu l'attention lors de ses récentes opérations pour sa précision et sa puissance destructrice remarquable. Lancé en 2022, il a une portée de 1450 km. Il peut atteindre Mach 12, voire même supérieur à Mach 12. Donc ce serait un missile hypersonique. Donc il vient de sortir hein, celui-là. Hein. Donc il aurait un guidage avancé offrant une précision inférieure à 3 mètres. Voilà, bon, c'est ce qu'ils disent tout du moins. Donc une capacité clairement démontrée lors de frappes sur des cibles sensibles comme le quartier général des services de renseignement de Tel Aviv. Hein, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc évidemment ça fait très mal. Et le Segil, qui lui a une portée de 2000 à 2500 km, il y a plusieurs versions, Segil 1, Segil 2. Donc c'est un énorme missile, comme je vous l'avais dit, 17 mètres de long, 23 tonnes. Voilà, donc il atteint une vitesse de Mach 10 à Mach 12 et équipé d'un système de guidage inertiel avancé offrant une précision inférieure à 10 mètres. Donc ça, c'est des missiles iraniens qui viennent juste de sortir. C'est tout nouveau, mais ça fait très mal et ça vous montre quand même la puissance de l'Iran quant aux missiles. Et ce qui compte, étant donné la place de l'Iran sur la scène, on va dire, géopolitique internationale et surtout vis-à-vis des États-Unis et d'Israël, ce sont les missiles. Et les Iraniens ont démontré qu'ils étaient en réalité une nation très puissante. Celui qui a les bons drones, les bons missiles, eh bien, on ne va pas beaucoup l'ennuyer. Par contre, et ce seront mes derniers mots, la grosse faiblesse de l'Iran, c'est ces systèmes antiaériens qui sont très pauvres. Ils n'ont pas assez de systèmes antiaériens, donc très peu nombreux.
Donc pas assez haute technologie et pas assez nombreux. Ça, c'est la grosse faiblesse de l'Iran, c'est ces systèmes antiaériens trop peu nombreux et pas assez performants. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce conflit irano-israélien et les dernières, on va dire, avancées, les dernières informations, surtout avec Donald Trump. Mais vu comment ça se présente, et les Israéliens en plus n'ont toujours pas cassé le cessez-le-feu, je suis légèrement surpris, je dois l'avouer, et bien vu comment ça se présente, on peut se permettre d'être optimiste. En tous les cas, il est clair que Trump ne veut pas la guerre avec l'Iran. Mais bon, on n'est pas à l'abri non plus d'un 180 degrés à la Trump, hein. Nous verrons bien, mais on peut être optimiste. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. N'oubliez pas de partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.